France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en pleine forme. Ah bah oui, après ce long week-end de 3 jours, et on met le couvert d'ailleurs la semaine prochaine, j'espère que vous allez bien. On est reparti en direct sur France Maghreb 2 pour votre LGF avec aujourd'hui Monsieur Youssef Brakni. Comment il va Monsieur Youssef Brakni? Et toi? Ouais, ça va impeccable. Ouais. Bon week-end, tranquille? Ouais, week-end très long là, ça fait du bien. De toute façon, je suis en vacances là. Ah oui, en plus. 2 semaines de vacances. Notre prof d'histoire qui est en vacances, effectivement, pour ces fêtes de fin d'année. Ouais. Alors, Youssef, on va parler de la répression des militants dont on a tranché tout à l'heure. Ouais, la répression des militants, mais sous toutes les formes, quoi. C'est-à-dire que pas forcément judiciaire. Ouais. Ça en fait partie. Ouais. Mais aussi, sur la chasse aux militants un peu partout, l'image de ce qui s'est passé avec Rokhaya Diallo, ou alors, comme on l'a vu, parfois, des militants qui sont interdits de parole dans les universités. Oui, et il y en a eu pas mal cette année d'ailleurs. Ouais, cette année il y a eu que ça. Hein. Oui, en fait, oui, c'est ça. Coup de cœur, c'est une Palestinienne extrêmement connue. Oui, Ahed Tamimi. Donc qui est la jeune palestinienne que l'on connaît depuis qu'elle est toute petite. Hein. On l'a vu grandir entre guillemets via les réseaux sociaux et qui du coup s'est fait arrêter la semaine dernière par l'armée israélienne. Oui. Absolument. On y reviendra donc tout à l'heure. Bien sûr, la possibilité pour vous de nous appeler pour intervenir comme d'habitude dans cette émission, où que vous soyez d'ailleurs. Si vous êtes peut-être en vacances sur le territoire ou ailleurs, eh bien vous pourrez rester connecté à votre radio France Maghreb 2, en particulier à votre émission le LGF, via l'application France Maghreb 2 que vous pouvez évidemment télécharger sur votre smartphone ou sur internet www.francemaghreb2.fr. Voici le programme pour aujourd'hui. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum Proche-Orient, le président du Guatemala, Jimmy Morales, a annoncé dimanche le transfert à Jérusalem de l'ambassade de son pays en Israël. Nous y reviendrons dans un instant. Les ressortissantes tunisiennes se verront refuser l'accès aux Émirats Arabes Unis, et ce, même si elle se trouve en transit à l'aéroport de Dubaï. C'est la décision surréaliste confirmée ce vendredi 22 décembre, confirmée par le représentant de la compagnie nationale émirate à Tunis. La réaction tunisienne n'aura pas attendu la fin du week-end. D'après des sources gouvernementales, le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a décidé dans la soirée du dimanche 24 décembre 2017 d'interdire les avions émiratis d'atterrissage dans les aéroports tunisiens, une mesure de réciprocité aussitôt saluée par les internautes qui n'en attendez pas moins face aux atermoiements opaques jugés humiliants des autorités émiraties. Yacine Bellatar, accusé par Marianne d'être un faux clown mais un vrai danger, voit des dates de son spectacle annulées. Très certainement l'un des pires moments de ma carrière, a-t-il déclaré. Nous y reviendrons. La question LGF, Emmanuel Macron, qui a reçu les représentants des cultes à l'Elysée, a dénoncé une radicalisation de la laïcité en France. Une façon peut-être de se démarquer des idées de Manuel Valls. Partagez-vous son avis sur Facebook, vous répondez sur la page Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Et bien entendu, et pour finir tout à l'heure, Libertad au 01 40 33 9000. LGF, le grand forum avec Monsieur Youssef Brakni qui est avec nous aujourd'hui au 01 40 33 9000 avec cette question du jour. Vous savez qu'Emmanuel Macron, le président de la République, avant de partir en vacances, puisqu'il est en vacances à la montagne, il fait du ski apparemment, sans casque, eh bien il a reçu les différents responsables des cultes, et il a dénoncé une radicalisation de la laïcité en France, peut-être une manière de se démarquer des positions de Valls et ses sbires et compagnie. Est-ce que vous partagez son avis en matière de radicalisation de la laïcité, d'abord Youssef? Ouais, après ça on peut être que d'accord avec cette vision-là. C'est drôle qu'il ait utilisé le terme de radicalisation, parce que jusque-là le terme de radicalisation était utilisé pour les musulmans radicalisés entre guillemets. Oui, voilà. Et donc là il renvoie un peu sur eux, en fait, il renvoie dos à dos quoi. Et lui il veut se placer au milieu, en fait, il veut se placer au centre. Ce qui était, en tout cas, l'analyse qu'on avait de Macron avant qu'il soit élu, c'était ça, en fait. C'est qu'on pensait qu'il allait être plutôt sur un mode, plutôt modéré, pas du tout laïcard, etc. Mais sauf que le début du mandat de Macron nous a montré un peu le contraire. Parce que là, avec toutes les polémiques qui s'enchaînaient les unes après les autres, et puis le fait que il cédait quasiment à toutes les pressions du mouvement laïcard. Bon, là, on voit que peut-être que là, il va recadrer les choses. Surtout qu'en janvier 2018, il va faire un grand discours sur la laïcité. Oui, absolument. Et j'ai l'impression qu'ils veulent mettre la pression sur lui avant.
Attends, oui, effectivement, ça c'est prévu pour le mois de janvier. D'ailleurs, il a un début d'année assez chargé parce que entre les grands sujets des propositions de loi, entre effectivement donc ce discours attendu sur la laïcité, sur le projet de loi aussi qui commence à faire couler beaucoup d'encre sur l'immigration. Va-t-il reculer un petit peu sur les grandes lignes? On verra en tout cas. Et puis entre ces déplacements qui vont être extrêmement nombreux entre l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Iran aussi, un voyage attendu, le Liban au mois de mars. Voilà donc un agenda d'Emmanuel Macron bien rempli pour ce début d'année 2018 qui approche à grands pas, messieurs dames. Quoi qu'il en soit, et bien sur Twitter vous êtes 92% à partager son avis au président de la République Emmanuel Macron en matière de radicalisation de la laïcité en France. Vous continuez donc à voter sur LGF officiel. Qu'est-ce que ça nous donne sur Facebook? J'ai pas regardé. Youssef. 81% de oui. 81%. Oui. Très bien. Eh bien, vous continuez en tout cas à voter sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, bien sûr, qui sont à votre disposition. Et pour nous donner aussi votre avis au 01 40 33 9000, partagez-vous l'avis du président de la République, Emmanuel Macron, quand il dénonce, en recevant les responsables des cultes, qu'il a tenté aussi de rassurer. Jeudi dernier, le rendez-vous était à l'Élysée et il a dénoncé donc une radicalisation de la laïcité en France. Alors, premier sujet que l'on va ouvrir ensemble avec vous, chers amis auditeurs, au 01 40 33 9000, le président du Guatemala, Jimmy Morales, a annoncé dimanche le transfert à Jérusalem de l'ambassade de son pays en Israël en soutien à la décision des États-Unis et malgré le vote de contestation de l'Assemblée générale des Nations unies. J'ai donné des instructions à la ministre des Affaires étrangères, Sandra Jovel, pour entamer les démarches pour mettre en œuvre cette décision, a écrit sur son compte Twitter le président. Un message diffusé par son service de presse. Premier chef d'État donc à emboîter le pas à Washington. Le président Morales a rendu compte sur les réseaux sociaux d'un entretien téléphonique qu'il a eu auparavant avec le premier ministre israélien Netanyahou, une des étapes les plus importantes de notre entretien téléphonique avec le premier ministre a été le retour de l'ambassade du Guatemala à Jérusalem, a fait savoir donc le président Morales, soulignant les excellentes relations entre les deux pays depuis que le Guatemala a soutenu la création de l'État d'Israël. Vendredi, le président Morales a défendu le soutien de son pays à la décision des États-Unis de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël au lendemain du vote massif de l'Assemblée générale de l'ONU et condamnant cette initiative du président Trump. Le Guatemala est historiquement pro-israélien et en 70 ans de relations, Israël a été notre allié, avait-il déclaré. Le Guatemala avait voté contre la condamnation donc de l'ONU avec le Honduras mais aussi le Togo et quelques autres îles en plus des États-Unis et d'Israël, malgré le fait que nous étions que 9 dans le monde. Nous avons la totale certitude des convictions, c'était la bonne voie, a-t-il encore déclaré. Mon cher ami Youssef, alors ce que l'on peut voir dans cette déclaration, dans cette prise de position, c'est que des États donc décident, bon même si c'est le premier pour l'instant et apparemment il ne sera pas le seul, décident effectivement de suivre les États-Unis. Qu'est-ce qui empêche les États arabes de faire également de la même manière, c'est-à-dire de dire nous aussi on va installer notre ambassade à Jérusalem-Est, pourquoi pas, c'est ce qu'avait en tout cas laissé entendre Erdogan. Oui, mais ça vaut pour les pays arabes qui ont des relations avec Israël. Ouais. Ça vaut pour du coup la Turquie c'est pas un pays arabe mais en tout cas du coup la Turquie a une relation diplomatique avec Israël, il y a une ambassade turque à Tel Aviv. Donc là ça pourrait avoir du sens. L'Égypte a des relations diplomatiques, la Jordanie, dans ce cas-là eux ils pourraient le faire. Ils pourraient à la limite. Et ils ne le font pas. Non, ils ne le font pas, c'est clair. Non, après c'est clair que le monde arabe est complètement out sur cette question-là. De toute façon, là, ça l'a bien on l'a bien montré. Aujourd'hui, le leadership, il est en dehors des pays arabes, en fait. Y compris le leadership de la contestation contre Israël. C'est la Turquie, ça va être l'Iran, ça va être des pays non arabes. Même l'Indonésie, mais le monde arabe c'est fini. Après pour ce qui est du Guatemala, voilà, on sait que historiquement c'est un État qui est complètement qui est le vassal en fait des États-Unis. C'est un État qui est complètement sous la domination totale des États-Unis. Surtout l'Amérique centrale. L'Amérique centrale, faut savoir que vraiment il y a le canal de Panama qui passe par là, qui est un canal stratégique pour les intérêts américains. Parce que vous savez, c'est la seule façon pour les bateaux de marchandises d'aller de la façade atlantique à la façade du Pacifique. Ouais. Parce que sinon, il faudrait repasser par tout en bas par le cap et remonter ensuite, ce qui est un détour considérable. Mais même pour la marine américaine, hein. Donc du coup, ces pays-là sont complètement sous domination américaine et ils obéissent en réalité à un agenda qui est même pas le leur, quoi. Ça m'étonne pas du tout, quoi. Alors parmi les grands pays qui se sont abstenus, le Canada par exemple, c'est étonnant, non?
Du Canada, non, c'est pas du tout étonnant. C'est même étonnant qu'ils soient abstenus et qu'ils aient pas voté contre. C'est surtout ça qui est étonnant. Non, le Canada, c'est un pays sioniste. Hein. Ouais. Le Canada, la création d'État d'Israël, ils ont voté pour. Hein. Voilà, donc le Guatemala. Alors, Israël a annoncé, le gouvernement israélien affirme être en contact avec une dizaine de pays, Youssef, susceptibles d'emboîter le pas à Donald Trump, dont certains en Europe. La radio publique israélienne évoque la Roumanie, le Honduras, les Philippines et le Soudan du Sud. Voilà quelques-uns des Soudan pays. Du Sud, ça m'étonne pas. Ouais. Soudan du Sud, c'est normal parce que c'est un pays qui a été complètement soutenu. Enfin, la scission du Soudan a été entièrement entretenue par Israël. On sait que le Sud-Soudan a été armé par Israël et les Américains pour diviser en deux le plus grand pays d'Afrique et surtout diviser les richesses du Soudan. Parce que savoir que toutes les richesses pétrolières sont dans le sud. Et donc ça depuis le début, bon ça on le savait, hein, voilà, ça y a pas de problème. Par contre pour ce qui est des Philippines, je sais pas, ça m'étonnerait quand même, parce qu'il y a une forte minorité musulmane avec qui il y a vraiment une confrontation militaire très importante. Même si on n'en parle pas ici. Il faut savoir qu'il y a Daesh aux Philippines. Ouais. Il faut savoir qu'il y a des combats de rue. Aujourd'hui, il y a où l'armée des Philippines a énormément de mal à reconquérir certains territoires. Enfin bref, ils sont obligés de composer avec une minorité musulmane importante et donc je vois pas trop comment ils vont pouvoir du coup carrément ramener l'ambassade, de faire du zèle en déplaçant l'ambassade à Jérusalem. Ça serait vraiment faire face à une contestation intérieure très importante quand même. Alors Roumanie, ça pourrait quand même avoir un impact symbolique parce que ça veut dire que des pays européens, en l'occurrence, pourraient le faire, quoi. Ouais, oui. Après, il y a des pays européens qui ont toujours été très pro-israéliens, comme les pays de l'Est, la Hongrie, la République Tchèque, la Pologne. Ça a toujours été très 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 pro-israélien. Il faut savoir que par exemple toute l'Europe de l'Est quasiment était pour la guerre en Irak. Je sais pas si vous en souvenez à l'époque. Ça avait divisé l'Europe en deux, donc ça serait pas une première. Mais de là à faire un geste aussi fort et surtout où on a vu avec le vote à l'Assemblée générale des Nations Unies où en fait 128 pays ont voté. Bah oui, c'est-à-dire que plus de la majorité des pays de la planète ont considéré que c'était une décision complètement folle quoi de Trump. Donc je vois pas comment il pourrait s'isoler d'autant plus. Bon, en tout cas, eh bien, on suit ça de très près parce que c'est vrai que ça peut. Alors, le Guatemala, bon, c'est pas surprenant, hein, comme on le disait tout à l'heure, effectivement, vu les relations qu'il y a entre les deux pays. Donc, depuis des années, le Guatemala, qui d'ailleurs le dit par la voix de son président, qui d'ailleurs peut-être fait ça pour occulter un petit peu les ennuis judiciaires qu'il a dans son propre pays aussi. Hein. C'est une manière peut-être de faire changer un peu de sujet auprès de son peuple, non? Oui, et puis je pense que les Américains ont peut-être donné aussi certaines garanties, certains gages. On ne sait pas ce qu'il y a dans les coulisses. Ouais. C'est pratiquement sûr. Peut-être de l'argent, c'est pas des garanties. Donc voilà, puis même faut pas oublier que la déclaration surréaliste de Trump qui a dit qu'il noterait tous les pays qui voteraient contre quand même. Oui, c'est-à-dire qu'en fait il dit ouvertement qu'il menace en fait. Voilà, c'est ça, c'est des menaces qu'il a proférées effectivement. Je crois que c'était juste avant. Alors avant que le la vote. Démocratie, c'est non, on vote en fonction de ses idées, en fonction de ses convictions, puis c'est le jeu. Bah non, Trump il dit non, il dit que la démocratie à la Trump, c'est un peu particulier. Hein. Ah oui, c'est clair. Mais surtout que ce soit assumé. Alors on sait que les Américains ont toujours marché comme ça. Ouais. Mais de là à le dire publiquement en assumant, c'est quand même grave. 01 40 33 9000 évidemment pour avoir votre avis sur le sujet et sur la question du jour dont je vous rappelle intitulée aujourd'hui, à savoir donc le Emmanuel Macron, le président français qui a reçu les responsables des différents cultes français en France. Il a déclaré lors de cet entretien qu'il dénonçait une radicalisation de la laïcité en France. Partagez-vous son avis sur Twitter @GF officiel pour nous donner votre avis, sur Facebook également et en nous appelant aussi au 01 40 33 9000 si vous le souhaitez pour vous exprimer bien sûr. Dans l'actualité aussi, je voulais vous signaler une exécution capitale à la chaîne ce matin en Égypte. 15 terroristes ont été pendus dans 2 prisons du pays. Ils avaient été reconnus coupables d'attaques contre des militaires et des policiers dans la région du Sinaï. Voilà, ça rigole pas en Égypte, cher Youssef. Ah oui, non, l'Égypte c'est un régime militaire. Hein. Ouais. Ce régime militaire, c'est l'exécution directe, quoi. Puis l'Égypte, voilà, on ne sait pas assez, mais dans le Sinaï, c'est complètement le chaos. Hein. Complètement. C'est le chaos. Alors vous vouliez la polémique du jour, la voici, puisque chaque jour on a une nouvelle polémique. Ça se passe en France, sur l'article d'un journal pour enfants qui s'appelle Youpi. Dans cet article, il est écrit que certains pays ne reconnaissent pas Israël comme un vrai État. Le groupe Bayard Presse qui publie Youpi reconnaît une erreur et une maladresse. Du coup, à la demande du CRIF,
le conseil représentatif des institutions juives de France, eh bien, le groupe Bayard Presse retire de la vente Youpi. C'est une légende que ne pourront plus lire donc les jeunes nucléaires de Youpi sous une carte du monde. Les mots suivants. On appelle ces 197 pays des États comme la France, l'Allemagne ou l'Algérie. Il en existe d'autres, mais tous les pays du monde ne sont pas d'accord pour dire que ce sont de vrais pays. Par exemple, l'État d'Israël ou la Corée du Nord. Ces mots ont fait bondir certains abonnés de Youpi. Youpi a compris, Bayard, donc le groupe de presse, a accédé à la demande du CRIF, reconnaissant une erreur, une maladresse. Donc, qu'est-ce que ça t'évoque, ça, comme réaction, mon cher Youssef? C'est toujours pareil, quoi. C'est l'état du rapport de force aujourd'hui qui fait que, voilà, dès que le CRIF dit quelque chose, dès que, voilà, une déclaration, tout de suite tout le monde se met au garde à vous, quoi. Alors que bon, je vois pas où est le problème, quoi. Parce que comme la phrase le dit bien, certains pays considèrent que Israël n'est pas un vrai État. Après, c'est vrai, il y a beaucoup de pays dans le monde qui reconnaissent pas Israël, qui n'ont pas de relations diplomatiques avec Israël. Donc voilà, c'est. Alors, mais ce qu'ils n'ont pas supporté, c'est d'être, je veux dire, assimilés à la Corée du Nord. Ça, ils ont pas. Oui, je pense qu'à la Corée du Nord, et puis surtout, eux, ils sont obsédés par la légitimité de l'État d'Israël. Ouais. C'est-à-dire que eux, leur obsession, c'est qu'on ne reconnaisse pas la légitimité de l'État d'Israël, le droit à exister, comme ils disent tout le temps. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est vraiment ça, eux, leur obsession. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils mettent le paquet sur BDS et sur l'antisionisme. Surtout l'antisionisme. Et qu'ils ont mis la pression sur Macron pour qu'il fasse sa déclaration, l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme. Parce qu'en fait, l'antisionisme, en vrai, quand on est antisioniste, en vrai, Israël n'a pas de raison d'être, puisqu'il est basé sur des règles, sur des lois racistes, en vrai. Ouais. Puisqu'elle considère que ce bout de territoire est avant tout aux Juifs, où qu'ils soient sur terre. Mais que par contre, ceux qui vivent là, donc les Palestiniens, n'ont aucun droit. Ouais, ça ils peuvent le constater au quotidien, hein, je veux dire. Ah oui, c'est clair. Les Palestiniens, effectivement, qui n'ont aucun droit. Mais c'est-à-dire quelqu'un qui vit en Argentine, qui a toujours vécu qu'en Argentine, à partir du moment qu'il est juif, il a le droit d'aller en Israël. Il a le droit de vivre là-bas, d'occuper le territoire, même d'habiter en Cisjordanie, etc. Un Palestinien, non? Ouais. Donc voilà cette polémique dont je voulais vous parler. Donc effectivement le CRIF, bon, alors ça peut-être aussi nous faire réfléchir sur la manière d'agir aussi. C'est vrai que cette communauté musulmane, franco-maghrébine, appelez-la comme vous voulez aussi, n'a pas de poids pour se faire entendre, pour se faire respecter, j'ai envie de dire. Donc c'est clair. Voilà, même si on peut évidemment dénoncer le fait que Bayard cède au CRIF. Mais aucun poids, enfin aucune institution dite communautaire franco-maghrébine, franco-musulmane ne peut avoir cette possibilité d'agir ou de se faire entendre par un moyen de pression quelconque, puisqu'il n'y a pas d'organisation, quoi. Non, ou alors dès qu'il y a eu des tentatives d'organisation, il y a eu une répression féroce, tout de suite. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu par exemple, on regarde, je sais pas moi, le CCIF par exemple, on voit comment ils s'acharnent sur le CCIF. Ouais. L'acharnement qu'il y a contre le CCIF, il faut savoir que c'est la plus grande organisation antiraciste en France, le CCIF. Il y a 14 000 adhérents, il y en a plus que à la LDH. C'est sûr, voilà. Mais après il y a aussi il y a à l'intérieur de cette communauté, dès que quelqu'un essaye de faire quelque chose, il est tout de suite mis au banc des pilori. Donc ça aussi, c'est à dénoncer, ce comportement bien sûr. De cette même communauté. Docteur est avec nous. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir mes amis. Meilleurs vœux pour le Noël occidental de l'Église catholique chez nous en France et dans le monde, parce que le chrétien orthodoxe c'est début janvier, Noël le 8 janvier. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Ça y est, en Russie, en Syrie, partout. Voilà, donc je reviens juste rapidement pour la première question concernant j'ai toute mon adhésion pour la laïcité totale en France. Ça nous protège tous, y compris les confessions, les non-confessions, les païens, comme tout ça. Alors, concernant la Palestine, donc je reviens vite. Il faut pas. Vous êtes en train de demander aux Arabes, aux pays arabes là actuellement, le Likoud. Là, donc c'est pas un scoop que je vous le dis. Regardez toutes les chaînes mondiales. Passe en vote le 31 décembre que la Cisjordanie devient partie intégrante d'Israël. Et oblige le chef de l'Écoute, qui est l'actuel monsieur Netanyahou, le Premier ministre, d'appliquer ça. C'est-à-dire, toutes les colonies deviennent sous la loi israélienne, y compris les habitants de Cisjordanie, pas seulement Jérusalem. Est-ce que vous êtes au courant, monsieur Clé? Non, Youssef? Non, pas du tout, je suis pas au courant. Voilà, France 24, tout ça, évidemment, parce que les gens... qui va voter? Attendez. Faire en sorte que la Cisjordanie soit de fait comme le territoire d'Israël? Non, j'ai pas vu ça. Et qui va voter ça? Alors, donc, regardez vite sur l'internet, il y aura un vote
Oui. Bon, dans le parti majoritaire, le Likoud. Ah, d'accord, au sein même, d'accord, oui. Ah, à l'intérieur, une motion, en fait. Il n'a pas été voté. Et ils ont invité. Ben, j'ai écouté I24, je vous ai dit, il y a la chaîne ici, Tel Aviv, mais qui part en langue française d'Israël. Ils l'ont dit. Ils sont en train d'inviter les membres qui vont voter le 31 décembre pour transformer carrément obliger l'État, ça passe au Parlement, à la Knesset, que la Cisjordanie deviendra parallèlement partie intégrante de l'État d'Israël. Vous voyez? Ouais. Donc ça y est, on n'en parle plus, c'est terminé, circuler, il n'y a rien à voir. Il y aura 1 million d'habitats, tout ça, qui vont être construits d'ici une vingtaine d'années. Voilà donc ça le scoop. Parallèlement, il y a aux États-Unis, actuellement, ils proposent avec une pression par rapport à MBS à ce que Jérusalem, juste la mosquée là où il y a le conflit, ils leur proposent une capitale autrement. Vous voyez, donc parce que tout ça, ça va s'accélérer dans les mois à venir pour court-circuiter tous les mouvements d'Erdogan, machin, tout ça, c'est en train de le faire. Donc, et je reviens vite à ce qu'il a dit Monsieur Hamou. Rappelez-vous, Monsieur Christophe, Monsieur Hamou, qui est passé il y a 8 mois, il a dit, bon, mieux d'avoir de la nationalité israélienne pour les Arabes qui vont s'appeler les Arabes d'Israël, comme ça, pour faire des luttes pacifiques. Et d'ailleurs, si Livni n'est pas trop d'accord du Parti travailliste de vraiment terminer avec la Cisjordanie, c'est-à-dire l'autorité palestinienne, elle craint que dans les 30-40 années à venir, les Israéliens d'origine israélite deviendront minoritaires, parce que les Arabes vont augmenter de natalité. Voilà à peu près les événements. Donc actuellement, c'est triste de parler d'Égypte, de Jordanie, machin, tout ça. Parallèlement, il se peut qu'ils vont donner un bout de Gaza pour l'État palestinien. Voilà, c'est tout. Merci, docteur. Effectivement, pour ce qui est de reconnaître la Cisjordanie comme des territoires israéliens, ça c'est un vieux projet en fait. Ouais. Et c'est un petit peu profitant, j'allais dire, de ce cadeau qu'a offert les États-Unis. Je sais même pas d'ailleurs si c'est un cadeau, pas vraiment en même temps, pour Israël, pour pouvoir légitimer le fait de construire, de continuer de construire, de coloniser encore plus davantage quoi. Oui. Donc effectivement, est-ce que ça mettra est-ce que finalement, si ça se fait, ça pourrait mettre le feu aux poudres dans le monde arabe ou non, moi je crois il va continuer à rester moi je crois qu'il y a plus et muet. Bah oui, non, moi je pense qu'il y a vraiment, je sais pas si vous avez vu, en Algérie carrément les manifestations de soutien à la Palestine sont interdites. Oui, au début apparemment ça a été autorisé, après non? Ou non, il y a eu des manifs sauvages vite fait au début, il y avait rien vraiment de déclaré quoi. Ouais. À Oran notamment, je crois que j'avais vu des images vite fait, mais c'était sur le trottoir, c'était rapide. Mais sinon, on voit qu'il y a eu une grosse manifestation au Maroc. Ouais. Mais sinon, moi je crois qu'il y a vraiment plus rien qui fera pour le moment en tout cas. Donc ce sera pas réglé la question intérieure quoi. C'est-à-dire que souvent les Palestiniens, le FPLP, Georges Abbas, il disait que le chemin pour libérer la Palestine passe par les capitales arabes. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ça passe par libérer les capitales arabes, quoi. Oui, quand on voit un petit peu l'état de la géopolitique dans les capitales arabes, écoutez, les Israéliens n'ont pas de soucis à se faire, visiblement. Ouais. Et puis c'est le chaos, quoi. On voit l'Égypte, on en parlait tout à l'heure, l'Égypte c'est complètement chaotique. Le roi de Jordanie, lui, il est sur une bouilloire, quoi. Enfin, la Syrie, on n'en parle même pas, l'Irak aussi. Il y avait que Erdogan qui pouvait peut-être mais éventuellement. Même lui, il est face à un gros problème, deux gros problèmes. Un, les Kurdes. Et deux, toute la question intérieure qu'il essaye de gérer, enfin qui gère même d'une main de fer quoi. Ouais. On a vu toutes les arrestations, ça continue encore, les purges. Oui, ce week-end il y en a eu encore pas mal là. Ouais bah oui, où il s'attaque à tout ce qui est toutes les instances de l'État quoi, c'est-à-dire la gendarmerie, les fonctionnaires, les instituts, les profs. On voit qu'ils purgent partout quoi. Et donc je sais pas. Moi, je suis très sceptique sur tout ça, quoi. Et surtout dans la perspective d'un grand conflit généralisé au Moyen-Orient. Bon, alors vous continuez évidemment de répondre à cette question aujourd'hui. Emmanuel Macron qui dénonce une radicalisation de la laïcité en France. Partagez-vous son avis, Facebook, Twitter, LGF officiel. Et puis, dans un instant, l'avis tranché de notre ami Youssef Brakni qui va nous parler de ces militants qui subissent des répressions en tout genre d'ailleurs. Prenons en exemple quelques affaires évidemment bien connues. C'est vrai que cette année 2017 aura été une année forte en matière de répression envers les militants. Du coup, Youssef Brakni, on a fait un avis tranché que vous allez découvrir dans un instant. Ne bougez pas, à tout de suite.
LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en ce mardi 26 décembre en direct avec vous. Et cette question du jour, 92% des gens sur Twitter partagent l'avis du président de la République, Emmanuel Macron, lorsqu'il déclare et donc dénonce, j'allais dire plutôt une radicalisation de la laïcité en France. C'était lors d'un entretien avec les responsables des différents cultes en France qui avait lieu jeudi à l'Elysée. 81% des gens également partagent l'avis d'Emmanuel Macron sur Facebook. Nous allons passer maintenant à notre avis tranché de notre chroniqueur, monsieur Youssef Brakni. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors piétinez-moi, allez-y. Youssef Brakni qui a décidé en ce mardi 26 décembre de nous parler de la répression des militants, Youssef. Oui, exactement. Alors je voudrais aujourd'hui revenir du coup sur cette répression qui touche les milieux militants antiracistes. Donc on assiste à une véritable offensive à tous les niveaux, de Rokhaya Diallo à Abdelaziz Chambi, personne n'est épargné aujourd'hui. Même une simple intervention dans une université suscite une polémique, ce qui aboutit souvent à des annulations. Ce mécanisme de répression est amplifié par les réseaux sociaux. C'est toujours le même procédé. La fachosphère commence par des tweets. C'est repris par des militants dits laïcards, souvent de gauche évidemment, en tout cas qui s'autoproclament de gauche. Et la sanction tombe quelques jours après. L'exemple de l'éviction raciste de Rokhaya Diallo en a la meilleure illustration. On a vu toute la mouvance du printemps républicain se mobiliser pour empêcher la nomination de Rokhaya Diallo au Conseil national du numérique. Alors pourquoi mettre autant d'énergie pour nous entraver, car c'est de cela qu'il s'agit. En réalité, il s'agit de nous bloquer l'accès aux structures de l'État ou aux universités pour nous enlever toute légitimité. Les nouveaux racistes à la sauce républicaine ont changé de stratégie. Ils mettent en avant maintenant la République et le fameux « Je suis Charlie » pour censurer la parole des antiracistes et de tous ceux avec qui ils ne sont pas d'accord. Les récentes déclarations du ministre de l'Éducation, qui veut porter plainte contre un syndicat pour avoir utilisé l'expression de racisme d'État, montrent le niveau politique déplorable de ce gouvernement. L'expression racisme d'État est fréquemment utilisée par les sciences sociales, notamment de leur vivant par les grands sociologues et philosophes Foucault et Bourdieu. Il faut voir toute cette offensive comme la réaction face à notre avancée politique, dans le champ politique, une ultime résistance face à une génération qui s'imposera de façon inéluctable. Voilà pour cet avis tranché signé Youssef Brakni. C'est vrai que pour venir évidemment à l'affaire Rokhaya Diallo, ça a été terrible parce que à peine nommé, aussitôt j'allais dire écarté. En tout cas, elle a été soutenue par la présidente de cette institution. D'ailleurs, je sais pas si on est une d'ailleurs, puisqu'elle a démissionné. Marie Eclan a démissionné pour dénoncer justement le fait qu'elle ait choisi Rokhaya Diallo, mais aussi le rappeur Axiom et quelques autres. Mais voilà, Rokhaya Diallo, ça a posé problème visiblement à certains membres du gouvernement. Parce qu'elle a dit racisme d'État. Voilà, elle a parlé de racisme d'État, effectivement. Et voilà, donc effectivement, elle l'a dénoncé sur Twitter, donc Rokhaya Diallo, très soutenu pour le coup. Quand tu parlais d'Abdelaziz Chambi, est-ce qu'on peut connaître un peu l'affaire d'Abdelaziz Chambi qui est pas forcément très connue malheureusement? Bah oui, malheureusement, parce qu'aujourd'hui il y a une classification entre guillemets des militants. C'est qu'Abdelaziz Chambi, c'est un militant, du coup c'est le président de la coordination contre le racisme et l'islamophobie. Il a été attaqué en justice par le Conseil général de l'Isère. Ouais. Parce que il a soutenu à l'époque, vous en souvenez, il a défendu même la famille Msakni. Oui. Vous vous rappelez de cette histoire où on avait enlevé les enfants? Eh bien, le Conseil général de l'Isère s'est vengé parce qu'il avait réussi à faire en sorte que les enfants reviennent à la mère. Le Conseil général de l'Isère l'a attaqué en justice. Je crois pour menace ou pour je sais plus quoi sur fonctionnaire. Du coup, il a gagné en première instance et le Conseil général de l'Isère s'acharne et a fait appel carrément. Enfin, du Conseil général quand même, a fait appel contre lui parce qu'ils veulent absolument en faire un exemple et le réprimer pour que plus personne n'ose remettre en cause leurs pratiques islamophobes. Et donc là, il passe en appel en janvier. Et donc en fait, on le voit, la répression, elle est à toutes les échelles. Il y a aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi le cas de Adama Traoré de Mouvement La Révolution est en marche à Aulnay-sous-Bois, qui a été révoqué. De la mairie d'Aulnay. Ouais, de la mairie d'Aulnay.
faut savoir quand même que c'est quand même impressionnant, quoi. Révoqué, carrément. C'est très très difficile de révoquer un titulaire. Donc il a été révoqué de la mairie. Là, il a porté plainte contre le préfet parce qu'il pense que c'est le préfet qui a voulu sa tête. Donc il porte plainte contre le préfet. Donc on a Rocaille Diallo, on a des personnes que je connais qui devaient intervenir dans des universités, on les a carrément interdites. On a des formations qui étaient destinées à des profs sur l'intersectionnalité. C'est-à-dire c'est une idéologie qui vient des États-Unis qui consiste à articuler les oppressions de classe, de genre et de race, qui a été interdite suite à la mobilisation pareil de la fachosphère et puis du printemps républicain. Et puis on a à chaque fois et puis on a la dernière en date, c'est le syndicat Sud. Oui. Où pareil, c'est un stage qui est à destination des profs sur le racisme d'État. Et bien pareil, vous avez vu Blanquer qui a carrément attaqué en justice, enfin qui dit qu'il va attaquer en justice, mais sauf que c'est impossible, on peut pas attaquer un syndicat en justice. Puis surtout il y a la liberté syndicale qui est un droit en France. Et donc ça c'est déroulé, le stage du syndicat Sud c'est quand même déroulé. Mais quand même voilà, il y a eu toute la volonté soit de porter plainte, soit d'intimider, etc. Mais bon c'était complet, c'était 100 profs c'était déjà complet. Alors on parlait il y a 2 semaines, Youssef, de cette grève du personnel de nettoyage des gares du Nord parisien. Ah oui. Qui a fait d'ailleurs combien de jours de grève et ils ont obtenu satisfaction sur tout. Ouais, 42 jours de grève. Ils ont obtenu satisfaction sur les primes, sur les paniers repas, sur des collègues qui étaient pas en CDI, qui étaient en contrat précaire, maintenant ils sont en CDI. Ouais. Sur des horaires de travail, quasiment sur tout. La société honnête. Ouais, la société honnête. En fait c'est la SNCF parce qu'en fait honnête c'est un sous-traitant. Un sous-traitant de la SNCF. Du coup il fallait mettre la pression sur la SNCF et effectivement ils ont obtenu gain de cause sur tout. Et puis de toute façon ils étaient déterminés à tenir la grève pendant encore très longtemps parce qu'il y avait la caisse de solidarité, il y avait 80 000 € de dons. Ah oui. Ouais. Donc oui, effectivement, ça a bien marché pour le coup. Très peu médiatisé. Très peu médiatisé, mais par contre, dans le milieu militant, ça a été très relayé. On s'est tous rendus là-bas pour soutenir. On a été plusieurs militants à être venus les soutenir, etc. Et je pense que face à ça, face à la montée en puissance du mouvement et puis le fait que c'était en train de prendre dans les réseaux sociaux surtout, du coup on a contourné les médias. En fait, la SNCF a reculé. Ouais. Un petit point parce que tu fais partie du collectif Adama Traoré. Oui. Alors pour résumer l'affaire aujourd'hui, Adama Traoré, c'est cet homme donc qui a été tué à Beaumont-sur-Oise. Ouais, Beaumont-sur-Oise. C'était donc en 2016. Le 19 juillet 2016. Voilà. Et résultat des courses après, 3 frères d'Adama Traoré sont en prison aujourd'hui. Voilà, dernièrement, donc il y a 2 semaines, donc Youssouf Traoré qu'on avait reçu qui était venu ici d'ailleurs, qui était venu ici pour du coup témoigner, raconter un peu ce qui est arrivé à sa famille, vient d'être arrêté à son tour, pareil, il avait déjà fait 3 semaines de prison. On avait réussi à le faire sortir au moment où il allait avoir rentré dans l'aménagement de sa peine parce que du coup on l'avait fait sortir en échange, il devait porter un bracelet électronique. Ouais. Au moment où il allait en train de faire le dossier, de faire toutes les démarches, il l'arrête à ce moment-là. Ouais. Ils sont venus chercher. Donc à chaque fois c'est pareil, c'est que à chaque fois qu'une peine se finit ou en train d'être terminée, ils trouvent quelque chose d'autre. Donc 3 frères d'Adama Traoré sont en prison. Voilà. Donc la famille Traoré, comme on le dit souvent, c'est un mort et 3 prisonniers. Ouais. Et imaginez-vous l'état de la maman, évidemment, on peut. Oui. Voilà. Souvent on dit qu'on se bat pour les vivants. Ouais. Souvent dans ce cas, dans ce genre d'actes de meurtre, de crimes policiers, on se dit en fait on le fait pour les vivants parce que celui qui est mort il reviendra plus. Sauf que là on se dit que s'ils emprisonnent, c'est une sorte de seconde mort quoi. C'est-à-dire qu'en fait on cherche à briser les gens psychologiquement, à les briser mentalement quoi. Et Assa Traoré aussi qui a subi aussi un acharnement. Oui, Assa Traoré, il y avait une tentative de porter plainte contre elle pour diffamation. Ouais. Ils ont essayé. Elle s'est battue, elle a tenu. On est parti. Il y a eu un gros soutien, ce qui fait que la maire de Beaumont a reculé. C'était elle qui voulait l'attaquer. Ouais. Mais c'est clair que là, justement, dernièrement, c'était mardi. On a fait il y a une semaine, on a fait une manifestation devant le tribunal de Pontoise. Ouais. On s'est rendu là-bas à plusieurs et tout pour faire du bruit et puis pour exiger que de libérer les frères Traoré et surtout on considère que le tribunal de Pontoise ne peut pas juger la famille Traoré quoi. Est-ce qu'il y a dans cette affaire peut-être un soutien quelconque peut-être d'un parti politique, de militants, d'associations ceux qui viennent souvent, ceux qu'on voit le plus, ce sont souvent ceux plutôt de la mouvance de gauche, donc plutôt France Insoumise. Ouais.
Clémentine Autain, par exemple. Clémentine Autain, non, on l'a jamais vu, mais par exemple, je pense à quelqu'un comme Éric Coquerel qui est déjà venu soutenir. Ouais. Plutôt NPA. Qui a humilié Maïa Habib d'ailleurs. Je sais pas si vous avez vu. Ah oui, Éric sur Coquerel, CP, non? Oui, oui, je crois que c'était UTélé, je sais plus. Enfin, c'est News, je veux dire. Ouais. Et donc on a vu ça, et puis après, bah voilà quoi. C'est-à-dire que c'est surtout la gauche. Ouais. Mais la gauche quoi. Puis certains du NPA aussi. Ouais. Puis après il y en a plein de petits groupes, plein de petits groupuscules aussi qui viennent se soutenir. Après c'est clair que voilà quoi, c'est pas non plus le raz-de-marée quoi. Ouais. Et là aussi, aucun relais médiatique pour faire connaître aux Français cette affaire. Ah non, là clairement pas là. Même au contraire, c'est la désinformation. C'est la désinformation, oui, parce qu'on n'en parle pas. Quand on prend le Parisien 95, c'est d'un niveau, c'est catastrophique. Ouais, mais évidemment, le combat continue. Il y a d'autres actions peut-être de prévues là, bientôt. Bah, je pense à la rentrée. Oui, à mon avis, oui. Je pense qu'en janvier, on va repartir sur une mobilisation sur Paris, peut-être une manifestation, à mon avis. Ouais, une manifestation à Paris. Ouais, je pense qu'on va partir sur une mobilisation de rue, parce que je pense qu'il y a que ça qui marche, quoi. Effectivement. En tout cas, votre avis, évidemment, parce que c'est vrai que cette affaire Traoré, on en a quasiment pas parlé, enfin peut-être un petit peu au début, pour nous signaler, vous savez, le premier soir ou deuxième soir de la mort d'Adama Traoré, c'était pour nous signaler en fait des incidents dans les quartiers. Oui, voilà. Mais on ne rentre jamais dans le fond de l'affaire, ce pourquoi les jeunes manifestent, ce pourquoi ils crient leur colère, c'est toujours pour dénoncer en fait, voilà, dès qu'il se passe quelque chose dans un quartier, on en parle, les caméras sont là, mais après lorsqu'il s'agit de dénoncer par exemple une injustice, une violence policière ou qu'est-ce, bah il y a plus personne. Ah non, il y a plus personne, c'est clair. Donc les médias sont-ils indépendants dans ce pays? C'est la question qu'on peut éventuellement se poser. Ah non, ça c'est clair que non là. Ouais. Ça c'est clair. Un sujet aussi important, en fait, ça devrait être vraiment traité sérieusement. Voilà, donc ça c'est en fait en l'occurrence l'affaire Traoré n'est pas une affaire isolée, il y en a évidemment plein d'autres. Ah bah rien que cette année, il y a eu au mois de novembre, en une semaine, il y a eu 3 morts. Ouais. En une semaine, puis là il y a une nouvelle affaire à Lille. Ouais. Je sais pas si vous avez vu des gens qui ont été électrocutés. Oui, c'est ça, oui. Qui ressemble un peu à l'affaire de Ziad Bouna, non mais ça n'arrête pas. Ouais. Et les quartiers, en fait, pour l'heure aujourd'hui, on est, d'après ce que disent certains spécialistes et des gens qui connaissent un peu le terrain, les quartiers populaires sont au bord de l'explosion. Est-ce que c'est vrai ou pas, Youssef? Ah bah ça c'est clair, tu sens vraiment que c'est électrique. Faut une étincelle quoi. Ouais. Ah oui, ça c'est sûr. C'est trop en fait. Tu sens que le climat est trop pesant quoi. Ouais. Non, c'est clair, ça c'est clair et net. Puis surtout, on le sent tous, je pense, qu'il y a une sale ambiance en France quoi. Que voilà, quand tu cherches du taf, tu le sens. Quand tu vas chercher un logement, tu le sens. Enfin, je veux dire, tu sens qu'il y a je pense que ça n'a jamais été aussi divisé. C'est propre à la France, ça, ou c'est propre à une? Non, je pense que ouais. Après, il y a un repli général. Bah, par exemple, vous avez vu en Autriche, il y a l'extrême droite qui arrive au pouvoir. Oui. Ouais, l'Autriche en même temps. Et puis en Allemagne, il faut savoir que depuis la fin de la guerre, il y a un parti nazi qui est entré au Parlement. Quand même, hein. Quand même. Ça laisse à réfléchir quand même. Bah oui. Bon, alors sinon, évidemment. Vos appels évidemment 01 40 33 9000. J'aime bien faire le point sur l'affaire Traoré parce que voilà, profitant de ta venue, Youssef, tu suis cette affaire depuis le début. Oui, bah c'est clair, je suis très très actif dedans et puis je considère que c'est vraiment la cause aujourd'hui qu'il faut prendre en charge quoi. Ouais. Si on n'a pas justice pour Adama, on va aller vers quelque chose de très grave quoi, c'est sûr. Est-ce qu'il n'y a pas, Youssef, possibilité à ce que toutes ces familles, tous ces collectifs qui se sont créés autour d'une mort tragique, due à une violence policière ou autre d'ailleurs, se réunissent pour faire une grande force nationale? C'est chacun bosse dans son coin, on a l'impression. Ouais, non, enfin si c'est prévu. Non, on est en contact avec les autres familles, notamment avec le collectif Vivolé qui est le collectif autour de Lamine Dieng, qui a été tué dans le 20e là, à côté. Le quartier des Amandiers. Donc non, il y a des choses qui sont prévues, notamment pour le mois de mars là à venir. Il y aura une grande manifestation contre les violences policières. Donc si il y a je pense qu'il y a un moment où il faut que tout le monde se réunisse et s'unisse autour d'une date, autour d'une action commune. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est ça qu'il faut se dire. Ouais, bien sûr, ça peut arriver à n'importe qui, c'est clair. Parce que dès qu'on n'est pas concerné, en fait, finalement, on se dit voilà. Mais ça n'arrive pas qu'aux autres. On a vu au travers de différentes histoires, ça peut débouler à n'importe quel moment, ça peut dégénérer. Bah oui. De toute façon, les familles de victimes, ce qu'elles disent, c'est qu'elles s'y attendaient pas. Bah oui. Elles s'étaient pas du tout préparées, pas du tout.
qui est préparé à ça en même temps. Ouais. Voilà, vos appels au 01 40 33 9000 pour évoquer un autre sujet maintenant. On va ouvrir un nouveau dossier pour parler des Émirats Arabes Unis qui s'expliquent, Youssef, auditrice auditeur, sur l'interdiction faite aux Tunisiennes d'entrer sur leur sol. Leur décision a provoqué l'indignation en Tunisie. Les Émirats Arabes Unis ont interdit des Tunisiennes de pénétrer sur leur territoire. La réplique tunisienne ne s'est pas fait attendre. Le pays a immédiatement suspendu les vols de la compagnie Emirates, basée à Dubaï. Dans un premier temps, les autorités émirates évoquaient des mesures de sécurité temporaire, sans plus de précision. Eh bien, le président des Émirats affirme disposer d'informations selon lesquelles des femmes voyageant sous passeport tunisien projetteraient des actes terroristes sur place. Les Tunisiens sont sceptiques et pour eux, le mal est fait. Cela fait maintenant 4 jours que les Tunisiennes sont empêchées d'embarquer pour les Émirats. 4 jours que les réactions outrées se succèdent sur les réseaux sociaux et dans les médias tunisiens, où cet état de fait est vécu comme une humiliation et un manque de respect envers les femmes tunisiennes. Du côté émirati, le ministre des États aux Affaires étrangères a évoqué des réseaux sécuritaires derrière cette décision. À Tunis, la porte-parole de la présidence de la République a parlé, elle, de renseignements faisant état de risque d'attentat. En guise de riposte, donc dimanche soir, Tunis a tout de même interdit les vols Emirates sur son territoire et la situation semble bloquée. Le président de la République, Béchir Caïd Essebsi, a déclaré que cette mesure de rétorsion ne prendrait fin que lorsque la compagnie Emirati lèverait l'interdiction visant les Tunisiennes. En attendant, l'explication sécuritaire ne convainc pas et les réactions hostiles aux Émirats se multiplient sur les réseaux sociaux. Un hashtag en arabe d'ailleurs fait fureur, notamment on peut le traduire par la Tunisie donne des leçons aux Émirats. Les internautes l'utilisent pour moquer la culture de ce pays du Golfe et mettre en avant évidemment le sort des femmes en Tunisie jugées plus enviables. Évidemment, on peut le comprendre pour le coup. Alors sur cette affaire, parce que c'est un incident diplomatique sans précédent quand même entre la Tunisie et les Émirats pour le coup. Youssef. Ah, c'est à moi que tu parlais? Oui, oui. Ouais, je pensais que tu t'avais pas fini. Non, mais moi, je trouve ça vraiment, on dirait une blague en fait. C'est hallucinant. Je comprends même pas qu'on en soit arrivé là. En plus, enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Mais je crois qu'il y avait eu une histoire comme ça avec les Marocaines, je crois, qui était interdite du coup d'entrer en Arabie Saoudite ou je sais pas quoi parce qu'elle volait les maris, ou j'avais entendu une histoire comme ça. Mais là franchement c'est vraiment pas sérieux. Enfin, je veux dire, c'est tellement ridicule. Comment tu fais pour lutter? Imaginez si un pays occidental avait pris cette décision pour lutter contre le terrorisme. Et puis combien même effectivement il y aurait peut-être parmi ces femmes des femmes qui auraient des intentions de commettre des attentats ou je ne sais quoi. Pourquoi j'allais dire prendre une décision punitive, collective, punitive. Oui. Non mais on se souvient du Muslim Ban, vous vous en souvenez? Oui. Le Muslim Ban de Trump, ça ressemble à ça en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait il interdit d'entrer aux États-Unis des ressortissants de certains pays musulmans. On a vu le scandale que ça a créé. Il a carrément été censuré par le Conseil suprême. Je sais plus, je crois ouais c'est ça le Conseil, un sort de Conseil constitutionnel. Je sais plus comment ça s'appelle chez eux, la Cour suprême, voilà. Et ça a été carrément censuré par les propres institutions de son pays à Trump quand même. Hein. Ouais. Donc imaginez ça. Là parce que vraiment c'est les Émirats Arabes Unis. Pour moi j'ai l'impression que c'est une blague là. Eh ben non, c'est pas une blague. Pourtant, ça fait 4 jours que ça dure. Ça a pris tout le monde de surprise. Des images d'ailleurs de femmes bloquées à l'aéroport de Dubaï ont fait le tour des réseaux sociaux en Tunisie. Ouais, ça a été jusque là. Ah oui, absolument. Et ça a provoqué évidemment des réactions en chaîne des Tunisiens qui ont fait pression. Et donc c'est le Premier ministre, le jeune chef du gouvernement tunisien, qui a pris cette décision en réunissant donc son ministre des Transports dimanche soir. Pour dire à partir de ce moment-là on interdit tous les avions de cette compagnie Emirati en Tunisie. Ils ne pourront plus venir donc désormais. Espèce de réciprocité donc qui est appliquée en rapport donc avec cette décision prise par les Émirats Arabes Unis donc concernant les femmes tunisiennes. Quelle humiliation en tout cas. Le hashtag qui fait fureur, le hashtag en arabe, je sais pas si tu l'as vu passer. Non. Il fait fureur en Tunisie, dans les médias tunisiens, ça crée des débats évidemment à tout va. Et donc c'est Youssef Chaïd, donc le chef du gouvernement, qui a pris cette décision, puisque le président Béchir Caïd Essebsi, lui, est un peu plus modéré, on va dire, un peu plus diplomate, je ne sais pas, mais bon, en tout cas, cette décision vient de Youssef Chaïd, donc le Premier ministre tunisien, fâché et peut-être aussi mis sous pression par les Tunisiens. Qui pour le coup, notamment depuis la Révolution, se font entendre, les Tunisiens, que ce soit dans les réseaux sociaux, dans les médias. Ça a changé, ça a largement changé. La liberté, pour le coup, à l'excès, enfin peut-être par excès dans certains domaines, dans certains sujets, mais en tout cas pour le coup là, ça a payé.
parce que le gouvernement tunisien a réagi rapidement. Non mais s'il y a carrément des images de femmes qui sont bloquées, je trouve ça ridicule là. Par contre, là c'est chaud. C'est-à-dire que là, il y a vraiment eu des ressortissantes qui ont été bloquées à l'aéroport. Oui, à l'aéroport. Et du coup, ils ont été expulsés. Bah effectivement, oui. En tout cas, c'est ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. Ah ouais. Donc ça, évidemment, bah là, t'imagines l'humiliation, quoi. Ah ouais, c'est l'humiliation totale. Là. Voilà. Donc pour l'instant, jusqu'à ce que cette règle soit appliquée, eh bien la Tunisie donc décide de bloquer la venue et l'atterrissage donc de tout avion de cette compagnie émirati en Tunisie. Interdit d'accès pour l'heure. Justement, parlez-nous et donnez-nous votre avis sur la décision de la Tunisie, qui a, pour le coup, finalement répond aux attaques, à cette décision que les Tunisiens ne comprennent pas et que d'ailleurs au-delà des Tunisiens on ne comprend pas non plus. 01 40 33 9000 pour donner bien entendu votre avis sur le sujet, puisque vous avez la possibilité de vous exprimer en toute liberté dans cette émission. N'hésitez pas à le faire. 01 40 33 9000. Voilà, peut-être d'ailleurs êtes-vous en Tunisie, auquel cas vous pouvez nous appeler 00 33 1 40 33 9000 pour nous donner un petit peu le ressenti de ce qui peut se passer là-bas en Tunisie, de cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre et qui fait bien réagir sur les réseaux sociaux en Tunisie en général. Vous nous appelez donc 00 33 1 40 33 9000 ou si vous êtes en France 01 40 33 9000. La question du jour, je vous la rappelle également, Emmanuel Macron, en recevant les responsables des différents cultes en France jeudi dernier, a parlé de radicalisation de la laïcité en France. Partagez-vous son avis sur Facebook, vous votez bien sûr, vous étiez 81% à partager son avis. Sur Twitter, LGF officiel, là aussi 92% des tweetos donc étaient partagés l'avis d'Emmanuel Macron. On continue d'ailleurs, on va aller voir si ça a un petit peu changé au niveau des résultats, puisque vous pouvez voter et aussi nous donner votre avis au 01 40 33 9000. Ça sent les vacances, tu sais, je sais pas pourquoi là, mais ouais. Voilà. On voit que les gens sont partis là, ils sont partis peut-être chercher un peu de soleil dont on a bien besoin. Hein. Ah oui. Non mais là ça se sent, ouais. Tu le vois dans Paris, tu le vois partout. Je pense que dans les grandes villes ça se voit. Ouais, les gens ils avaient besoin de couper là, je pense. Hein. C'est ça. Ouais, la rentrée risque d'être rude. Ouais. Ouais, dans tous les sens du terme. Bon, dans un instant, on continue, mesdames, messieurs, avec vous, chers amis auditeurs, 01 40 33 9000, avec le coup de cœur de Youssef Brakni concernant cette jeune Palestinienne qui s'est fait connaître et qui est désormais donc célèbre sur les réseaux sociaux. Et puis on va parler de Yacine Bellatar, là pour le coup, parce que est-ce qu'ils sont en train de refaire un nouveau Dieudonné, Yacine Bellatar, puisque des spectacles, des dates de son dernier spectacle ont été annulées, et pas dans des petites villes, mon cher ami Youssef, Bordeaux, ouais. Marseille, entre autres, Nancy et d'autres villes. D'ailleurs, suite en réaction, j'allais dire, à un article mensonger publié dans Marianne. Ouais. Voilà, qui parle de Yacine Bellatar comme étant un faux clown et un vrai danger. On en reparle avec vous dans un instant, bien sûr, au 01 40 33 9000. Alors, Yacine Bellatar a répondu comme il sait le faire, d'ailleurs régulièrement, par la caricature. Mais sauf que là, a priori, il déclare quand même que c'est un gros coup dur. C'est peut-être l'un des pires moments de sa carrière. C'est ce qu'il a déclaré, qu'il connaît en ce moment. Vos réactions, bien sûr, au 01 40 33 9000. À tout de suite. Eh oui, mes amis, on est ensemble avec vous en direct en ce mardi 26 décembre avec ces lots de rhume qui viennent nous attaquer brutalement. En cette période de vacances, Youssef, il y a beaucoup de malades là pour le coup. Ah ouais, c'est clair. Ah oui, voilà, c'est le temps. Vive la France, vive la météo, la pluie, etc. Ouais. Et dire que nous, on est en train de se plaindre alors qu'il y a des pays qui demandent que de l'eau. C'est vrai. Mais en fait, le problème, c'est pas l'eau là, le problème, c'est l'humidité. L'humidité, effectivement, il pourrait faire froid et sec, c'est bien. Ouais. Aussi. Question du jour. Tiens, Youssef, je te laisse peut-être aller regarder ce que ça donne sur les réseaux sociaux au niveau de la question que l'on pose aujourd'hui à propos d'Emmanuel Macron, qui a reçu les différents responsables des cultes jeudi dernier à l'Élysée. Et lors de cet entretien, il a déclaré qu'il dénonçait une radicalisation de la laïcité en France. Peut-être une manière pour lui de se démarquer des idées de Manuel Valls, Forest et compagnie. Eh bien, partagez-vous son avis en matière de radicalisation de la laïcité. Vous nous donnez votre avis sur Facebook, bien sûr, Christophe Le Grand Forum. Et sur Twitter. On est à 81% de oui sur Facebook. Sur Facebook, 81% de oui. Donc, effectivement, qui partage l'avis de Emmanuel Macron. Et sur Twitter, LGF officiel.
pour nous donner là aussi votre avis, pour voter bien sûr. Je crois que c'était un peu plus important sur Twitter. 92%. Donc continuez de voter bien sûr sur LGF officiel, Facebook, Christophe Le Grand Forum, pour voter bien sûr. N'hésitez pas. Et puis en nous appelant aussi au 01 40 33 9000 si vous souhaitez bien entendu nous donner votre avis. Vous pouvez le faire. N'hésitez pas à le faire. Où que vous soyez d'ailleurs. 01 40 33 9000. Alors, on va parler maintenant, si vous voulez bien, de Yacine Bellatar. C'est un humoriste que vous connaissez bien sûr, qui connaît quelques problèmes en ce moment, puisque Yacine Bellatar a fait savoir jeudi 21 décembre sur les réseaux sociaux que plusieurs dates de sa tournée de son spectacle Ingérable ont été annulées, de représentations ayant annulé donc dans plusieurs villes comme à Marseille, à Nancy, ainsi qu'à Bordeaux et dans d'autres villes. Selon l'humoriste, certains tourneurs ont décidé de céder à une image sulfureuse dont je suis victime ces dernières semaines à la suite d'un article mensonger, écrit-il, faisant référence donc à l'article paru dans Marianne, titré Yacine Bellatar, faux clown et vrai danger, dans lequel il est accusé d'entretenir le déni de l'islamisme, mon cher Youssef. Si sa réponse à la caricature de Marianne par la caricature ne s'est pas faite attendre, l'heure n'est plus du tout à l'humour du côté de chez Yacine Bellatar. Est-ce qu'il faut craindre pour lui une campagne de dénigrement, et va-t-on en faire un Dieudonné bis? En tout cas, c'est l'objectif visiblement qu'ils veulent faire, quoi. Ils le disent clairement de toute façon. Ils disent que c'est le nouveau Dieudonné, etc. Bon, après, c'est peu probable. Enfin, c'est pas possible qu'ils prennent le même chemin. Et puis de toute façon, c'est pas le même niveau politique que Dieudonné à l'époque. Est-ce qu'il a eu l'erreur d'accepter des invitations sur les plateaux pour donner un petit peu son avis? Non, je pense qu'il a eu raison. Non, mais en fait, ça fait partie de la répression dont je parlais tout à l'heure. En fait, dès que quelqu'un sort du rang, bim. Dès que quelqu'un veut cesse de faire l'arabe de service, ne fait pas le clown de service, etc., ne va pas dans le sens de ce qu'on attend de lui, forcément, bim, il est tout de suite cassé. Donc pour les humoristes, pour les artistes, ça va être Dieudonné. C'est le chantage à Dieudonné, c'est le chantage à l'antisémitisme, etc. Alors qu'en fait, quand tu regardes bien, on lui reproche quoi par rapport à Kouchner? C'est d'avoir été digne, en fait. Ouais. C'est de ne pas s'être laissé faire. Et franchement, moi, personnellement, Yacine Bellatar, je suis loin d'être un grand fan, parce que quand même, j'oublie pas qu'il a soutenu à fond Hollande et que c'était un très bon ami de Julien Drey. Et qu'il a tout fait pour faire sa campagne à fond à Hollande en 2012. Ouais. Faut le savoir, quand même. Ouais. En 2012, puis après, ensuite en 2017, là. Jusqu'à ce qu'Hollande décide de se retirer, mais il était chargé par Julien Drey Hollande, en gros, d'à ramener l'électorat des quartiers, faut le savoir, ça. Ah oui? Bah oui. Ah. Il a fait plusieurs rencontres avec lui, etc. Et là aujourd'hui, il est où Julien Drey pour le défendre? Il est où Hollande pour le défendre? Moi, j'espère que ça lui servira de leçon, quoi. Et donc dès que quelqu'un, donc quelque part, t'es en train de nous dire, ça va peut-être lui montrer un petit peu de faire attention à l'avenir. Oui, c'est clair que ça va le calmer maintenant. S'il espère que, en fait, il y a pas de solution avec les grands partis traditionnels comme ça. À moins que tu décides de faire comme j'ai dit encore une fois, c'est-à-dire que tu dis ce qu'on attend de toi, tu vas dans le sens de la pensée dominante, tu cherches pas à dire comme il l'a dit, par exemple, moi je suis pas Charlie, mais je suis tous les deuils. C'est ça qu'il avait dit. Ouais. Et Marianne a fait un grossier montage en disant je ne suis pas Charlie, je sais plus comment ils ont monté, mais ils ont juste coupé je suis pas Charlie, ils ont rajouté un autre morceau qui donnait l'impression qu'en fait il était pour les attentats. Ouais. Voilà, un montage complètement grossier, quoi. Et donc voilà. Donc à partir du moment où tu refuses de rentrer dans le rang, c'est clair qu'on te bousille tout de suite. Voilà, faut être prêt à ça, quoi. Et surtout aujourd'hui t'as un fascisme, limite un fascisme de la pensée Charlie. C'est-à-dire que tout le truc, c'est d'être pour la liberté d'expression à outrance, etc. Rien ne doit arrêter la liberté d'expression. Même le prophète de l'islam, on a le droit de caricaturer qui on veut, ce qu'on veut. En fait, on voit que non, en réalité. En fait, la vérité, c'est être Charlie, c'est aussi avoir le droit de critiquer Charlie. C'est ça, en réalité, être Charlie. Méziane. Allô? Oui. Oui, salam alaikum. Bonsoir, Méziane. Bonsoir. À tous les deux. C'est Yacine, je crois, ton invité, non? Non, c'est Youssef. Youssef, pardon. Ouais, Yacine, c'est quelqu'un d'autre. Oui, moi je réagissais par rapport à Yacine Bellatar, là. Oui. Bien, oui, c'est clair. Je crois que c'est depuis sa confrontation avec Kouchner que les choses se sont déclenchées contre lui, quoi. Bon, il y a eu d'autres interviews à d'autres moments, mais c'est la goutte d'eau qui se sont dit, celui-là, il va falloir le casser et on va. Ce qui prouve bien que... On rappelle d'ailleurs pour les auditeurs qui n'ont peut-être pas vu la séquence, c'est Kouchner qui a une attitude un petit peu méprisante à son égard, qui commence à le tutoyer, qui commence à... Qui dit mon gars, etc. Et Yacine Bellatar, effectivement, lui dit, attendez... paternaliste, quoi. Ouais, voilà. C'est un grand mépris, c'est révélateur, c'est vraiment révélateur de tout ce qu'on pense
annoncé, là c'est confirmé. Et moi je le propose à Yacine Bellatar d'ouvrir un théâtre comme a fait Dieudonné. Et je crois qu'il va avoir d'une manière solidaire tous les anticonformistes qui veulent pas se plier au doigt et à l'œil du maître sioniste. Merci Méziane. Voilà. Bon, écoute, affaire à suivre donc pour Yacine Bellatar. Alors je disais qu'il a répondu par la caricature, hein, comme il sait bien le faire d'ailleurs régulièrement de temps en temps. Voici sa caricature donc en référence à l'article de Marianne. Je propose d'écouter et vous pouvez continuer évidemment de nous donner votre avis sur Yacine Bellatar. Tu m'as appris un truc, hein, je le savais, mais je l'avais complètement zappé le fait qu'il avait soutenu Hollande. Bon, non, mais il faisait partie de son équipe. Et que son meilleur copain, enfin ami, c'était Julien Drey quoi. Ah oui, non mais carrément, tu trouveras ça, tu verras qu'il était chargé, il faisait des réunions à l'Élysée. Ouais. Sur comment mobiliser les quartiers populaires. Ouais. Quand Hollande voulait encore se présenter. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, cher monsieur, quel est votre prénom? Kamel de Lille, je vous appelle assez souvent pour bonsoir, Kamel. Au débat que vous lancez. Oui. Débat très pertinent et aujourd'hui, il est vrai que je vous entendais parler du sort que l'on réserve à monsieur Yacine Bellatar. Oui. Et il est vrai que quand je l'ai entendu parler sur plusieurs plateaux, ça a été une telle joie parce que, comme vous dites à juste titre, nous qui sommes de la deuxième génération, qui maîtrisons la langue de Molière, qui savons de quoi il s'agit, qui savons exprimer notre mécontentement, ouais. Qui connaissons les arguties ou les arguments à avancer, nous n'avons plus besoin, comme nos parents, d'un interprète. Et ce qui quand même me désole, c'est d'avoir appris, comme vous le disiez à juste titre dans votre émission, que M. Bellatar, on lui réservait un sort à l'identique de M. Dieudonné, alors que j'ai pas cru comprendre que M. Bellatar ait tenu des propos antisémites ou de je ne sais trop quoi. Le seul tort qu'il a eu... c'est imagé, hein. Pardonnez-moi, Kamel, pardonnez-moi, c'est moi qui non, c'est Marianne utilise cette image. Non, Christophe, c'est Marianne qui oui, oui, tu vois, j'ai même pas lu l'article, donc c'est pour te dire. C'est Marianne qui dit que c'est le nouveau Dieudonné. Ah oui, d'accord, tu vois, bon, oui, en fait, j'ai utilisé cette image, moi. C'est d'ailleurs Madame Martine Gozlan qui avait lancé cet article très incendiaire à son égard. Le seul tort qu'on lui reproche, c'est un journaliste, il faut le savoir, donc il a une rigueur journalistique qu'on lui reconnaît, et à l'écouter, on sent qu'il y a ce journalisme qui transpire le discours, parce qu'il est très rigoureux dans son discours. Et on a quelqu'un qui s'exprime bien, et on a quelqu'un de nouveau sur les plateaux mais de télé, c'est quelqu'un qui exprime un discours qui est à contre-courant de ce qu'on peut attendre de ces pseudo-représentants de jeunes des quartiers. Je prends toujours les mêmes termes qu'on nous bassine à chaque fois. C'est sûr que c'est pas du chalgoumi, voilà, pour faire court. C'est pas du chalgoumi, monsieur Bellatar. Et donc là, quand on a un contradicteur qui sait avancer ses arguments et qui sait être à contre-courant, et en toute sincérité, en disant « Je ne suis pas Charlie, mais néanmoins reconnaissez que moi aussi, je souffre des terrorismes que la France a eu à subir. Et que ça n'est pas... il faut nous accorder aussi ce droit à être triste suite aux attentats que la France a eu à subir, parce que nous sommes aussi Français. Et victimes. Français à part entière et non pas entièrement à part comme on a voulu nous le dire auparavant. Donc Monsieur Bellatar, ce que je lui souhaite, c'est de continuer à dire ce qu'il pense, à ne pas renier ses propos, parce que ses propos sont très républicains, sont sincères, et il n'est en infraction ni avec la morale, ni avec la loi, ni avec la justice, et il répond tout à fait, je vous le dis clairement, à ce sentiment que nous avons tous. Mais notre souci, c'est que nous n'avons pas, cette possibilité d'être sur les plateaux et d'exprimer ce discours. Et M. Bellatar l'exprime très bien, et je lui souhaite une bonne continuation dans son spectacle, et de ne pas se laisser avaler par tous ces professeurs de malheur qui veulent lui donner une étiquette qu'il n'a pas. Merci Kamel. Voilà, je vous remercie de cette antenne. Est-ce que tu partages son avis à Kamel, Youssef? Oui, non, mais c'est clair, moi je suis tout à fait d'accord. C'est exactement ça, c'est-à-dire que dès que tu refuses de rentrer dans le rang, voilà, on te bousille direct, quoi. Mais bon, après, moi je pense que quand même, malgré tout, quand même, c'est en train de s'effriter quand même. C'est-à-dire que là, on voit qu'ils ont été un peu trop loin, il est largement soutenu quand même. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec Roca Diallo pour le CNN, quand même, malgré tout, il y a eu une réaction, il y a eu plusieurs réactions. Oui, il est soutenu peut-être, mais il y a quand même donc l'annulation de son spectacle quand même, dans plusieurs villes, et pas ça, des j'ai moindres. lu que non. J'ai lu qu'en fait, les billets étaient toujours en vente. Il y a un article qui a été fait par Arrêt sur Image, qui a appelé les villes
notamment la ville de Bordeaux, etc., qui ont démenti qui ont démenti que c'est annulé. Ah bon? Ouais. Bon, bah écoute, j'ai envie de dire tant mieux. Ouais, j'ai envoyé l'article, mais tu verras. Et pour ce que je te disais, voilà, j'ai retrouvé, donc du coup, par exemple, le spectacle Yacine Bellatar en 2017. Oui. Avant la fin du mandat de François Hollande, François Hollande était au premier rang de son spectacle. C'est un ami à lui. Ouais. Donc comme je te le disais, tu taperas, tu verras. Hein, il était très très proche de François Hollande et du Gendré. Et donc il avait cette mission d'essayer d'attirer les gens des quartiers populaires. Ouais, exactement. Ouais, ça a pas donc pris. en fait c'est juste que là il se rend compte qu'en fait voilà quoi, il est pas défendu du tout par ses anciens amis et qu'en fait c'était juste un arabe de service quoi. J'espère qu'il en prendra conscience en moi. 01 40 33 9000 en tout cas pour nous donner votre avis. Alors la caricature donc de Yacine Bellatar en réponse à l'article de Marianne, voici ce que ça donne. Comment le jeune adolescent turbulent des Yvelines a-t-il pu devenir un islamiste radical? C'est ce que nous allons vous raconter dans ce nouveau numéro d'Un jour, un danger. Dès son plus jeune âge, Yacine Bellatar a un problème avec les autres communautés. Comme on peut le voir sur cette photo, Yacine n'aime pas les Noirs. Nous sommes en 1989, Yacine est en CE2 à l'école primaire. Son ami Simon se souvient. Quand on était petit avec Yacine, on jouait toujours en gendarme et au voleur. Puis il me demandait toujours de faire le voleur. Puis au bout d'un moment, je lui dis mais pourquoi? Il dit parce que ton père il est banquier à la télé. Mais n'importe quoi, mon père il vendait des jeans au Sentier, rien à voir. Je me rappelle aussi, vous voyez les stylos 4 couleurs? Bah lui, il utilisait que le vert. Hein. Et le vert c'est quand même la couleur de... Enfin, voilà quoi. Dès son plus jeune âge, Yacine file donc un mauvais coton. Ensuite, Yacine commence sa carrière radiophonique. Son premier employeur détecte le talent mais aussi le danger. Yacine? Ouais. J'ai vu qu'il avait du talent, hein, tout de suite. Hein. Il avait une énergie débordante. Et quand je lui ai donné les rênes de la matinale, il m'a dit je vais appeler l'émission La Charia du matin. Alors j'ai dit là c'est une bonne vanne. Mais non, en fait pas du tout. Non, il voulait faire des jeux concours, faire gagner des Corans. Alors je lui ai dit, hein, c'est quand même un peu spécial comme concept. Hein. On remarque, c'est vrai que ça change de Corée. Hein. Yacine s'enfonce dans l'islamisme. Il fréquente la radio Beurre FM et se rapproche des milieux terroristes. يعني عندما كنت أعرفه وبدأ أعليمه في المدرسة الإرهابية كان الإنسان صعيب غاضب مستدع للقتيل الكافرون الحرب ولكن كل يوم أول في التدريب وما شاء الله يعمل فيديو بروباغاند ضحك رائع جدا. Donc voilà quoi, j'en ai marre de ce pays de chien, je cherche des mecs déter pour partir avec moi là où vous savez. Vous voyez? Donc vous pouvez me contacter sur le site internet qui s'affiche là, jihadjoe.com. Jeu de mots. Donc voilà, c'était Abou Nimous pour... on mange. Yacine décide alors de se lancer dans le stand-up, mais en gardant toujours son idéologie extrémiste, comme le raconte son metteur en scène. C'est bon là, t'as tout? Ah Yacine, le bouillonnant Yacine, oh bah oui je m'en rappelle très bien. Déjà il voulait appeler son spectacle Inch'Allah tu gauleries. Ah, j'ai dit si tu veux garder un peu de promo, vaut mieux qu'on reste sur Ingérable. Après il m'a dit ouais je veux rentrer sur scène en djellaba avec un sabre. J'ai dit mais pourquoi faire? Il me dit mais parce que celui qui rigole pas on lui coupe le bras. Et je lui dis mais oui mais rien à voir déjà parce qu'on rigole pas avec les bras parce que moi, je suis auteur aussi, je fais des blagues. Et il m'a dit ouais non et après à la fin du spectacle je vais convertir des gens. Oula, j'ai dit bon là c'est là que j'ai commencé à m'inquiéter, je me suis barré. Et là aux dernières nouvelles apparemment il cherchait un théâtre avec une scène en direction de la Mecque. Côté vie privée, Yacine se marie mais bien vite ses relations virent au conflit. Non mais c'est l'enfer. Enfin, en ce moment, il veut tout le temps que je porte le voile. Je peux même plus me faire de coiffure. Enfin, c'est n'importe quoi. En plus, ça abîme les cheveux. En ce moment, je les perds. Je suis sûre que c'est ça. Et j'étouffe, tu vois. Enfin, genre, je me sens pas à moi dans le voile. Je me sens vraiment oppressée. Ça me rend... Alors moi, il est parti dans un délire tous les soirs. Il me demande de mimer des victimes. J'ai une cagoule sur la tête. Il porte une grosse barbe. Je suis le roi d'Èche. Tu fermes ta bouche et tu m'écoutes. Non, mais je te comprends parce que moi, il m'empêche de sortir. Il m'enferme tout le temps. À chaque fois, il change les serrures tous les jours. J'ai des trousseaux de clés comme ça à la fin. Je vais péter un plomb, j'en ai marre. Les calaches qui traînent partout aussi, et les gosses qui jouent avec. On a des trous partout dans la maison. Comment on fait pour réparer? Non mais c'est insupportable, il faut se rebeller. Il faut faire quelque chose. On a droit au divorce. Aujourd'hui, Yacine continue sa lente descente aux enfers. أطفال رائعة جدا ما شاء الله. خسارة هو في السجنات العسكرية الأوروبية. مسكين نعم.
What? Misunderstanding? We're not talking about Abdel Salam Salah radiyallah. Who? Yassine Belattar. ما هو ياسين بالعطار؟ ما هو ياسين بالعطار؟ Hein? Voilà la caricature donc de Yacine Bellatar. Hein. C'était une caricature, je rappelle, pour répondre donc à l'article de Marianne qui parle d'un nouveau Dieudonné, qui dénonce donc Yacine Bellatar comme étant un faux clown et un vrai danger. Voilà, donc l'acharnement continue, j'ai envie de dire, sur Yacine Bellatar. Alors, sur cette réponse de la caricature, c'est une bonne chose ou peut-être inutile de faire ça, Youssef, selon toi? Non, si, ça c'est pas mal. Enfin, le petit clip là, franchement, il est pas mal. Ouais, franchement, c'est bien fait et tout. Ça renvoie un peu, ça montre un peu la bêtise de ceux qui sont en face. En fait, moi, ce que je trouve intéressant avec l'affaire Yacine Bellatar, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il était plutôt pote avec le PS, etc. Il faisait vraiment pas partie des radicaux. Vraiment pas du tout. Ouais. C'est quelqu'un qui faisait très peu de politique. Ce qu'il a dit contre Kouchner, c'est rien. Et en fait, ils sont en train de radicaliser, entre guillemets, même les plus soft d'entre nous, en fait. Ouais. Il y a des gens qui étaient pas forcément militants, qui étaient pas forcément acquis à nos thèses, en plus. Apparemment, qui pouvaient nous trouver un peu, qui trouvaient qu'on exagérait quand on parlait d'islamophobie en France, etc., que tout allait bien en France finalement et tout. Là, en fait, c'est en train de les convaincre qu'on avait raison. Qu'en fait, y a un gros problème dans ce pays à partir du moment où tu décides de relever la tête. Tu vois. Et donc là, je trouve que l'affaire Bellatar, elle est très symptomatique de ça et quelque part, je trouve ça bien. Moi, comme ça va ouvrir les yeux à beaucoup qui s'illusionnaient parce que voilà, qui faisaient exprès, hein, qui se mettaient entre guillemets les mains devant les yeux, qui voulaient pas voir en fait. Qui voulaient pas voir ce qui se passait parce que là en fait ils sont en train de tomber sur quelqu'un mais qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'ils disent, mais alors vraiment pas du tout. Alors c'est vrai que les gens sont ensemble donc très soutenus, hein. Yacine Bellatar dénonce, etc. Mais quand on regarde un petit peu, qu'on fait le bilan sur toutes ces choses et toutes ces affaires, que ce soit Bellatar et d'autres, hein, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire à part la dénonciation? Est-ce qu'il y a peut-être pas une action, j'allais dire, commune à faire, parce que ça commence à suffire quand même ce genre d'attitude d'essayer de radicaliser pour le coup des gens qui sont plutôt soft à la base, hein, on rappelle donc soutenir de Hollande, ami proche de Julien Drey, et on en fait aujourd'hui quasiment un monstre, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais après moi je pense qu'il faut faire en fait, c'est parce qu'en fait ils considèrent que nous on pèse rien en fait, que nous on fait pas peur, que on représente rien. Faut savoir ce que c'est qui est derrière ce truc. C'est souvent la mouvance, comme je disais tout à l'heure, du printemps républicain en gros. Ouais. Et en fait c'est tout ce qu'a créé Valls en fait. Quand Valls était au pouvoir, il a donné un pouvoir démesuré à tous ces gens, à toute cette mouvance, tu vois. Et en fait, moi je pense qu'à mon avis, quand va arriver concrètement le temps des élections, etc., moi c'est intenable en fait cette ligne laïcarde comme ça, sans prendre à tout ce qui est arabe ou noir sous n'importe quel prétexte. Ça peut pas tenir parce qu'en fait, il faut bien qu'il se fasse élire. Vous imaginez par exemple les élections municipales en 2020 dans des villes ou des quartiers populaires et tout, des maires vont tenir cette position? C'est impossible, c'est pas tenable. Même Macron, quand il était en campagne présidentielle, il était très light, vous en souvenez? C'était complètement absent du débat présidentiel d'islam. C'était d'ailleurs étonnant, tout le monde a trouvé ça bizarre. Que c'était pas du tout le sujet de la présidentielle, pas du tout. Ça ne l'était absolument pas. Et donc parce que à un moment donné, pour se faire élire, ils savent très bien qu'ils ont besoin de toutes les voix à un moment donné. Ils ont besoin de tout le monde. Et donc ça ne pouvait pas tenir. Il y a Fillon qui a essayé avec le totalitarisme islamique, vous vous en souvenez? Oui. Mais il a vite été out. Il a été mis de côté, quoi. Mais sinon c'était pas sur ça. Vraiment le débat. Et donc moi je suis persuadé que si jamais on devient une vraie force politique organisée, en tout cas d'une manière ou d'une autre, qu'on montre quand ça peut se payer cher dans les élections, dans les urnes, ils arrêteront. Mais pour le moment, non, on fait pas peur. En tout cas, c'est pas pour demain. C'est ce qu'en fait le constat amer de Kerry James. Ouais, c'est clair. Ah oui. On écoute parce que c'est magnifique et puis ça a pas perdu une ride, hein, ce morceau qui pourtant date un petit peu maintenant. LGF, le grand forum. Nous sommes le mardi 26 décembre. Vous êtes bien sur France Maghreb 2. C'est la dernière semaine de cette année 2017, mon cher ami Youssef. Ça y est, 2018 approche à grands pas. Tiens, quel sera ton vœu principal pour cette nouvelle année qui approche à grands pas? Pour cette nouvelle année, c'est la justice pour Adama. Très bien. Que les gendarmes soient bien examinés. Ça mérite d'être clair. Bien sûr. Tiens, avant de demander aux gens de nous appeler pour Libertad, j'avais un petit truc à te faire écouter. Je pense que je t'ai pas sollicité là-dessus. Écoute plutôt. Hop, on écoute. Ok, je sais. Colonial vis-à-vis de la Génie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait longtemps qu'elle l'a assumé.
Mais c'est pas, on va dire que c'est évite un petit peu le... Mais qui évite quoi? Moi j'évite quelque chose, j'évite de venir vous voir, j'évite de dire ce qui s'est passé, mais il s'est passé des choses, comme je dis, il y a des gens qui ont vécu des histoires d'amour ici, il y a des gens, il y a des Français qui aiment encore terriblement l'Algérie, qui ont contribué, qui ont fait des belles choses, il y en a qui ont fait des choses atroces, on a cette histoire entre nous, mais moi j'en suis pas prisonnier. Mais vous avez quel âge? Mais vous avez jamais connu la colonisation. Qu'est-ce que vous voulez m'embrouiller avec ça? Non, vous, votre génération, elle doit regarder l'avenir. Monsieur, je n'ai pas connu, mais vous avez une comparaison. Mais je sais, Voilà, qu'est-ce que vous venez m'embrouiller avec ça? A répondu Macron à un jeune Algérien. Non mais c'est inacceptable parce que ça n'a pas de sens. Regarder l'avenir, tout le monde le sait que pour regarder l'avenir, il faut déjà régler le passé. Et en plus de ça, il dirait jamais ça à une personne qui a été victime, par exemple, de la Shoah. C'est ce que disait à l'époque Mitterrand pour refuser de reconnaître la collaboration française sous le régime de Vichy. Il disait ça justement. Il disait non, c'était pas déjà de un, il disait que c'était pas la France. Il disait non, Vichy c'était pas la France alors que lui-même était ministre sous Vichy. Et en plus de ça, ce qui est impressionnant, c'est que il disait que voilà, je reconnaîtrai jamais le crime, etc. Mais sauf qu'on sait tous que sans réparation, sans reconnaissance, on n'avance pas en fait. Et justement, la France, ça serait la France se grandirait à reconnaître un crime qu'elle a pu commettre comme elle l'a fait pour d'autres crimes. Ouais. Alors, il y retourne en Algérie les 3, 4 et 5 février prochains. Ouais, il y retourne parce que là c'était juste c'était rapide en fait. Voilà, c'était une visite éclair, qui a pas d'ailleurs. C'était même pas 24 heures. Non, 7 heures. Ouais, c'était quelques heures, ouais. Ouais, même pas, 7 heures. Donc en Algérie. Il y a un journaliste qui lui a dit, est-ce que vous préférez le Maroc? Ah oui? Tu l'as vu ça? T'as pas vu? Non, j'ai pas vu, il a répondu quoi? Toujours pareil, sur le même ton, agacé et tout. Il dit, mais vous, en fait, vous voulez semer la zizanie entre deux pays voisins? Il dit ça, tu sais, toujours sur la défensive. Ouais. Toujours sur la défensive. En tout cas, il a promis de venir à Alger avec la plus grosse délégation l'accompagnant depuis qu'il a été élu président de la République. C'est normal, puisque, en fait, il faut comprendre quoi? Il faut comprendre des marchés. Oui. Parce qu'en fait, le problème de la France en Algérie, c'est qu'elle est en recul sur tous les points. Ouais. Elle est en recul sur tous les plans et c'est les Chinois qui ont pratiquement tout raflé. La France n'est plus le premier partenaire économique de l'Algérie, il faut le savoir. Ouais. Mais ça, franchement, voilà, c'est dû à quoi? Il faut faire le bilan. C'est pas parce que les Chinois sont moins chers, hein. Mais tous les plus gros contrats de l'époque faste, des gros milliards, c'est fini, hein. C'est fini. En tout cas, on aura l'occasion évidemment d'en reparler. Il passera d'ailleurs par la Tunisie pendant 2 jours avant. Le 1er et 2 février et 3, 4 et 5 en Algérie. Voilà. Et puis il devra aller en Égypte au mois de janvier probablement pour finaliser les contrats, que Sissi a dû signer. Avec la dictature de Sissi, bien sûr, ici. Allez, Libertad sur France Maghreb 2, en vacances ou pas d'ailleurs, vous nous appelez 01 40 33 9000, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, eh bien vous pouvez nous appeler maintenant pour nous donner votre avis, réaction à l'émission ou autre chose, bien sûr, nous faire part d'un coup de gueule, d'un coup de cœur, de ce que vous voulez. 01 40 33 9000, que vous soyez de Marseille, Dijon, Clermont-Ferrand, Metz, Reims, Orléans, Le Havre, Amiens, Paris et partout ailleurs en France. Vous n'hésitez pas. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Mohamed. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Christophe, bonsoir Youssef. Je voulais juste appeler pour dire merci pour le morceau de Kerry James. Et moi j'inviterai tout le monde sincèrement pour comprendre notre situation actuelle. Pourquoi des Yacine Bellatar sont tout de suite mis de côté sous prétexte qu'ils ouvrent et qu'ils dénoncent les mensonges et qu'ils démasquent des gens qui sont là pour la propagande et puis augmenter la haine des Français de confession musulmane. Il y en aura d'autres, moi j'en suis sûr qu'il y en aura d'autres. C'est pourquoi Jamel Debbouze, il n'ose jamais aller sur le terrain de cette islamophobie qui augmente de chaque jour. Et merci Kerry James, et j'invite tout le monde franchement à lire ce texte, parce que quand on le lit c'est encore plus fort. Ouais. Et c'est vraiment le constat, c'est vraiment adéquat de ce qui se passe par rapport à nous actuellement. Exact, voilà, je suis assez d'accord. Merci Mohamed, merci beaucoup. C'est vrai, on peut écouter le titre, le morceau de Kerry James, Constat amer, mais en lisant le texte encore plus, ça porte davantage. Ça se lit tranquille. Ouais. Voilà, et je vous invite vraiment à le lire. France Maghreb 2, bonsoir. Ouais, salut Christophe. Salut, prénom et ville d'appel. La sœur d'Orléans. Salut Orléans, on t'écoute. C'est vous pour vous passer un petit salut. Eh ben c'est gentil, ça se passe bien Orléans? Ouais, nickel, bon courage à vous et on soutient. Pas de vacances? Pas encore. Pas encore, bon, allez, bon courage et bonne fête de fin d'année en tout cas. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Merci. Se fait court, bref et rapide pour ce soir en tout cas pour Libertad. Mon cher ami Youssef, merci beaucoup. Merci à toi. Repose-toi bien, bonne fête de fin d'année. On se dit à l'année prochaine maintenant. Ouais, oui, l'année prochaine. Bon, tu reviens vite, hein. Ouais. Ok, ça marche. Merci d'écouter France Maghreb 2.
À Paris et comme partout ailleurs en France d'ailleurs, il est exactement et précisément 18h. Soyez les bienvenus dans un instant. L'excellent Medjed qui reprend la relève dans un instant. Pour l'heure, le rappel de l'actualité, Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. La justice ouvre une enquête dans l'affaire du lait contaminé. C'est bien sûr l'entreprise Lactalis qui est visée. Une trentaine de nourrissons sont tombés malades ces derniers mois après avoir consommé du lait infantile contaminé par des bactéries salmonelles. Des lots ont été retirés. Ils étaient tous fabriqués dans l'usine de Cran en Mayenne. Plus de 10 000 personnes ont déjà signé aujourd'hui une pétition de soutien à la conductrice du car scolaire, mise en examen après la collision à Millas avec un train qui a fait 6 morts parmi les collégiens et plusieurs blessés. Les faits s'étaient déroulés le 14 décembre dernier dans les Pyrénées-Orientales. Lancée il y a 5 jours sur le site change.org, la pétition intitulée Soutien à Nadine, conductrice du car, a dépassé le cap des 10 000 signatures aujourd'hui. La conductrice a été mise en examen le 20 décembre pour homicide et blessures involontaires par imprudence. Elle a été placée sous contrôle judiciaire avec notamment l'interdiction de conduire. Un an après l'enlèvement de Sophie Petronin au Mali, la famille de cette septuagénaire déplore le manque d'action concrète de la part du gouvernement. Le fils de l'humanitaire, Sébastien Shadow Petronin, s'envolera jeudi pour le Niger pour tenter de retrouver sa trace. La police néerlandaise annonce l'arrestation de 4 hommes suspectés d'être impliqués dans des activités terroristes. Les interpellations ont été réalisées dimanche soir aux Pays-Bas. L'un d'eux est un citoyen suédois. Des documents ont été saisis lors de perquisitions, mais aucune arme ni explosif n'ont été découverts. Joe Wilfried Tsonga ne sera pas présent au tournoi de Doha du 1er au 6 janvier prochain. Récemment champion de la Coupe Davis avec l'équipe de France en novembre dernier, le tricolore pourra ainsi allonger sa préparation pour la saison 2018. Il devrait refaire son retour sur le circuit ATP lors du premier grand chelem de la saison à l'Open d'Australie du 15 au 28 janvier prochain. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb.